Fred Savard avec vous pour un 31e épisode de cette saison 6. On se dirige tranquillement, pas vite, vers la fin de cette saison. Et pour cet épisode-ci, on va poursuivre le travail de mobilisation des connaissances que j'ai entrepris avec ce projet cette année pour diversifier et les sujets et le type d'épisode et les revenus. Parce que c'est un partenariat que je vous présente aujourd'hui avec le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, le CECD. Et vous allez voir, c'est 4 chercheurs, en fait, qui vont venir parler de leur domaine. En fait, qui vont faire un survol de leur domaine de recherche. On n'aura pas le temps d'approfondir tous les domaines, mais ça donne quand même une idée du travail que fait le Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, qui regroupe 200 chercheurs dans plusieurs disciplines et qui s'attelle à promouvoir la recherche scientifique sur des problématiques fondamentales relatives à la citoyenneté démocratique. Alors ça m'a interpellé, évidemment, dans la mission de la balado aussi, ce côté social. La semaine dernière, on était avec l'INRS, on était dans les sciences environnementales, dans les sciences, entre guillemets, pures. Là, on va aller vraiment... En fait, je vais être dans un domaine où je suis le plus à l'aise, en sciences politiques, entre autres, en sociologie, un peu en histoire. Vous allez voir, et vous allez surtout voir, je ne sais pas si ça va être votre cas, mais ça a été le mien, en menant les entrevues avec ces 4 chercheurs. Il y a 2 certitudes que j'avais qui ont été ébranlées. Une sur la réforme du mode de scrutin, j'en ai déjà parlé ici, et sur le revenu minimum garanti. Alors, c'est la beauté aussi de la recherche universitaire, c'est que ça nous permet de nous armer un peu mieux dans certaines idées qu'on pense et qu'on entretient. On va parler aussi de l'éducation des tout-petits à la citoyenneté, au droit de vote, et on va également parler de la perception des personnes assistées sociales au Québec. Ça aussi, j'ai appris plein de choses qui sont renversantes, pour ne pas dire révoltantes. Alors voilà, c'est le menu de ce 31e épisode de la balado. J'espère que vous allez apprécier. Voilà, bonne écoute. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Valériane Maheu-Leluel. Oui. Merci d'être là. Ouais, merci pour l'invitation. Marc-André Baudet. Bonjour. Cet épisode sera consacré au Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique, qui est un centre de recherche. C'est un regroupement stratégique donc qui regroupe un nombre assez important de chercheurs, plus d'une 60aine, de toutes les disciplines des sciences sociales, mais aussi, dans certains cas, des sciences dures, là, Ouais. informatique, physique et Et qui est dédié... qui est à l'étude de la citoyenneté démocratique, qui est en fait non seulement le vote et la participation institutionnelle, mais toute forme d'action et d'activité liée à la vie en société. Parlez-nous de vous. Je suis professeure en sciences politiques à l'Université Laval et je suis la titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Donc, une chaire de recherche en partenariat avec les personnes désignées au Québec et l'Assemblée nationale. Donc, je Les travaille. personnes désignées. Ouais, donc on peut penser au commissaire à l'éthique et à la déontologie, Lobbyisme Québec, Ok. le protecteur du citoyen, Je Élections Québec. connaissais pas l'appellation personne désignée. Ah. Ouais. Puis donc on fait de la recherche, on fait de la formation de la relève étudiante Ouais. en recherche, puis on travaille avec les partenaires pour travailler sur justement des questions qui sont importantes d'un point de vue scientifique, mais aussi qui ont des implications pratiques pour la démocratie québécoise très importantes. Ouais. Marc-André? Alors moi aussi, je suis professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Je m'intéresse aux questions électorales et aussi parlementaires au Québec, au Canada, mais toujours en tentant de garder une perspective comparée. Parce que c'est facile de se retourner vers soi puis d'étudier en vase clos notre environnement. Donc, je tente de comprendre notre réalité d'ici, mais à l'aide de cas comparatifs à l'extérieur. On va commencer, Valériane, avec vos travaux. On va parler, entre autres, de... Comment on pourrait... l'implication des enfants ou l'éducation des enfants à la citoyenneté? Oui, la socialisation politique des enfants, donc genre l'apprentissage de la politique, de la démocratie par les enfants. On sait que la participation électorale est en baisse au Partout. Québec. Est-ce qu'on peut encore le dire? C'est stable ou il y a des variations? Non, il y a clairement une tendance à la baisse Bon. qu'on a observée depuis plusieurs dizaines d'années. Puis c'est le cas au Québec, mais c'est le cas dans d'autres provinces, au Canada, au niveau fédéral, au niveau municipal, Ouais. encore pire. Oui. Et le Québec et le Canada se comparent à d'autres pays dans le monde occidental. Comment on peut inverser cette tendance-là? Est-ce que c'est possible? C'est ça que c'est dur d'inverser une tendance comme ça qui s'observe depuis
depuis des dizaines d'années. Et il faut se pencher un petit peu sur les facteurs qui expliquent pourquoi on voit cette baisse-là. Donc, il y a des facteurs qui peuvent être un petit peu plus contextuels. Il y a d'autres facteurs qui touchent aux valeurs. Et donc, notamment, si on regarde, par exemple, au changement générationnel, donc les jeunes aujourd'hui comparés, par exemple, aux jeunes baby boomers des années 40-50, on note, par exemple, qu'aujourd'hui, les jeunes ont moins tendance à dire que voter, par exemple, c'est un devoir civique. Ils vont plutôt avoir tendance à dire que c'est un choix citoyen, qu'on peut voter ou ne pas voter, c'est un choix personnel. Alors qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus la norme de dire, voter, c'est un devoir. C'est une obligation morale. On s'entend que c'est une perception. Oui, c'est une perception, mais c'est vraiment ancré dans les valeurs sociétales qui sont acquises donc à travers les normes sociétales, donc les normes ambiantes, mais qui sont transmises souvent par les parents, par la famille et aussi à un certain niveau par l'école. Donc, il y a eu un arrêt de transmission. Ben, je dirais... Par rapport à les boomers, entre autres, sans, là, je le dis avec aucune pointe de mépris, les boomers, mais c'est eux jeunes qui trouvaient encore que c'est un devoir d'aller voter et qui visiblement n'ont pas transmis ça à leurs enfants, cette importance d'aller voter. Mais je pense qu'il y a eu une certaine transmission, mais peut-être à un niveau peut-être plus faible. Donc là, il y a eu le mouvement de libéralisation des mœurs, il y a eu des différents mouvements identitaires. La politique a été vue de manière beaucoup plus ouverte, c'était plus juste la politique institutionnelle, la politique partisane, la politique menée par les élus dans les parlements. Il y a eu une forme de réappropriation de la politique, des contestations sociales, peut-être de manière plus diversifiée, de manière plus assumée. Il y en a toujours eu, il y a eu toujours des mouvements sociaux, par exemple, genre le syndicalisme, le mouvement des droits civiques, etc. Mais là, il y a eu, je dirais peut-être une ouverture de la politique, de la manière de concevoir la politique, et il y a eu un certain éloignement des citoyens face aux élus. Donc peut-être un petit peu plus de critique, moins vouloir transmettre ses besoins, ses préférences uniquement à son député pour qu'il aille représenter nos intérêts en chambre à l'Assemblée nationale, et plus l'idée de se dire peut-être que je devrais, moi, défendre mes intérêts ou... Par contre, le problème, c'est des fois de se dire je vais m'occuper de ma politique locale, de mes problèmes tout seul, mais des fois sans forcément savoir comment faire, avoir les moyens, avoir la capacité de se regrouper avec certaines personnes. Et donc là, on a vu que l'engagement citoyen était peut-être plus autant à travers les élus, avec les institutions parlementaires. C'est tourné un petit peu plus vers la société, mais il y a eu comme peut-être une petite perte d'énergie parce que là, il faut s'auto-organiser, se mettre ensemble. Et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de compétences citoyennes pour faire ça. Dans vos travaux, vous avez remarqué que 72% des enfants de 10 à 11 ans n'entendent jamais parler d'enjeux sociaux ou politiques à la maison. Et donc, c'est pour ça que, à quelque part dans mes travaux, je me dis, si dans des familles, dans beaucoup de familles, les enfants n'entendent jamais parler de politique, les parents ne prennent pas un rôle actif à expliquer c'est quoi les enjeux politiques du moment, les enjeux sociétaux, les problématiques de politique publique, il y a peut-être un trou béant qu'il faut remplir. Et là, à ce moment-là, l'école peut potentiellement jouer un rôle complémentaire face à ce qui se passe dans les familles. Alors, comment vous l'avez articulé? Il y a toujours eu de tout temps des programmes d'éducation civique, d'éducation à la démocratie dans les écoles, plus ou moins développé. Souvent, il y a un côté très théorique. Donc, on donne des définitions. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce qu'un régime non démocratique? C'est quoi l'autoritarisme, etc. Mais on reste souvent dans un niveau assez théorique, dans des discussions d'enjeux qui peuvent être des fois un peu éloignés de la réalité des enfants. Et on se concentre souvent sur l'éducation à la démocratie au secondaire ou au moment où, justement, les jeunes sont prêts à devenir des citoyens actifs et à avoir le droit de vote. Moi, la question que je me posais, c'est, au primaire, les jeunes, les enfants, ils sont super intéressés par comme plein d'affaires. Tu sais, il y a des ateliers scientifiques qui vont dans les écoles sur l'eau, sur l'environnement. Il y a des ateliers à la philo qui se font maintenant. Pourquoi pas la politique? Et donc, effectivement, j'ai proposé à Élections Québec de faire un projet, de dire, on va développer un programme d'éducation à la démocratie qui n'est pas juste théorique, qui est aussi expérientiel, qui est aussi dans la pratique
pratique, dans le faire, Ouais. et on va aller au primaire. J'ai l'impression souvent que les enfants du primaire, on sous-estime leur capacité. Hein? Ah non, mais c'est clair. Puis, tu sais, je vais te donner une anecdote. Comment j'ai commencé cet agenda de recherche-là, c'est, je sais pas si vous êtes au courant, mais au Québec, à la maternelle, les parents sont invités à faire une activité dans la classe de leur enfant. Tout à fait. Puis, tu sais, genre, donc, nous, évidemment, j'étais invitée. Moi, j'ai des jumeaux, fait que j'en ai fait 2 la même année. Puis, c'était la grosse angoisse parce que je me suis demandé, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas bonne pour faire des gâteaux, des macarons, laisse tomber, je vais crever l'œil d'un enfant. Fait que là, j'ai un de mes collègues qui me dit, ben, t'es bonne sur la démocratie, expliquer la démocratie, fais une activité sur la démocratie. Et j'ai fait ça. On s'entend, là, à la maternelle, les enfants ont en moyenne 5 ans. Oui. J'ai fait une activité sur la démocratie. Genre, je suis à grosses gouttes. Je me suis dit, mon Dieu, ça se trouve, ça va être une catastrophe. Je vais leur parler de démocratie, de députés. Ils vont rien comprendre. Et là, je commençais à parler, là, puis les enfants, là, ils levaient la main, puis ils étaient comme, oui, moi, je connais mon député, puis un député, ça sert à ça. Puis, tu sais, les élections, c'est important pour telle et telle raison. J'étais genre juste scotchée. Il y a une initiative qui s'appelle les petits bureaux de vote. Oui. Qui a été mise de l'avant par Élections Québec. Oui, c'est un programme hyper innovateur vraiment de pratique de la démocratie. Là, tout à l'heure, comme ça, je disais, on a été très théorique pendant genre des dizaines d'années. Et là, c'est vraiment cette idée d'offrir aux enfants l'expérience de voter. Et donc là, c'est ça, on a développé une campagne d'information directement pour les enfants du primaire, de la maternelle jusqu'à la 6e année. Un petit carton d'information qui a été envoyé dans plus d'une centaine d'écoles primaires partout au Québec. Et donc, on invitait les enfants à venir voter le jour de l'élection comme les millions d'adultes québécois qui étaient invités. Et là, on leur donnait l'information pour savoir où, quand, comment aller voter. Et on leur disait, hey, viens voter avec nous, puis amène tes parents. Ah. C'est pas juste un coup amener ses enfants voter. Il y a un bénéfice démocratique. Et là encore, c'est ça, les parents, on est des modèles. On est des modèles, on incite nos enfants à cuisiner avec nous, à faire du jardinage avec nous, à aller faire du vélo. On essaie de les amener, comme on parlait tout à l'heure, au théâtre, au musée. Et en fait, on les invite à faire des activités avec nous. On les invite dans le monde culturel, social, sportif, santé. Et des fois, on ne le fait pas du côté démocratique. Et donc là, c'était vraiment cette idée-là de rendre le bureau de vote un endroit où autant les enfants que les parents pouvaient aller. Ils pouvaient y aller séparément, mais ils pouvaient y aller ensemble. Et donc, c'est aussi de créer ce moment ensemble où on pratique la démocratie ensemble. Est-ce que vous avez pu mesurer s'il y a un effet un dialogue, en fait, enfant-parent, quand la conversation part de l'enfant? Oui, mais c'est ça qu'on a vu. Quand on a envoyé les petits cartons d'invitation donc pour la campagne d'information sur les petits bureaux de vote dans les écoles, on a fait des sondages et on a remarqué que dans les écoles qui avaient reçu le carton d'invitation, on a vu une augmentation des discussions, donc probablement autour de la table du souper ou autour de la table de cuisine avec les devoirs quand les enfants revenaient de l'école. Et on a noté à travers des entrevues, donc j'ai fait des entrevues avec quelques enfants pour leur dire, mais quand on t'a donné le carton, qu'est-ce que t'as fait? Et il y en a plusieurs qui sont revenus à la maison et qui ont posé le carton sur la table de la cuisine, qui ont dit, hey, je suis invitée à aller voter, là, fait que je vais y aller, puis tu vas m'amener. Wow. Et donc, on voit vraiment, nous, on appelle ça en sciences politiques la pression sociale. Tu peux avoir la pression sociale de tes amis qui vont dire, hey, il y a une élection, genre, faudrait qu'on aille voter, de ton conjoint, de ta conjointe. Mais là, c'est la première fois qu'on mesurait la pression sociale des enfants. Quand tu leur donnes l'occasion, l'opportunité d'aller voter, quand tu leur donnes un petit carton pour qu'ils montrent à leurs parents, hey, j'ai le droit, moi aussi, d'aller voter, je suis invitée à aller voter, ils sont capables de motiver, parler à leurs parents et de les motiver à les amener. Wow. Est-ce que vous avez eu une certaine résistance? Parce qu'on sait que j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs qu'au Québec, mais au Québec, souvent l'école aussi, on considère que c'est apprendre à lire, apprendre à compter, that's it. Déjà, tu sais, il y a un biais de sélection. Nous, quand on fait des projets dans les écoles, il faut qu'on envoie un formulaire de consentement parental. Et donc là, il y a des parents qui le remplissent, il y a des parents qui le remplissent pas. Et donc, je pense que malgré le choix personnel, les préférences personnelles de certains parents, dans la démocratie, on n'a pas le choix d'investir dans la relève, d'investir dans l'éducation, l'information, la compréhension de son rôle de citoyen et de comment on peut s'engager, on peut participer à régler certaines problématiques. Autrement, c'est ça, la démocratie peut juste
délité. Ah, tout à fait. Avec juste un manque d'engagement, de discussion, puis d'investissement. Ouais. Puis juste là-dessus, j'ai un petit mot. L'école, c'est aussi un lieu d'émancipation. Et l'émancipation se vit à travers aller au théâtre, aller au musée, exister comme citoyen. Ouais. Après ça, l'enfant et ses parents auront l'occasion d'en discuter, de faire un choix, de s'abstenir ou de participer. Mais c'est important qu'ils aient au moins un contact pour qu'ils aient après ça la possibilité de faire un choix informé ou du moins éclairé pour la suite. Parfois, c'est bon que l'école aussi serve d'émancipation à la Exactement, famille. Oui. Envers la famille. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact à long terme? Est-ce que c'est les initiatives que vous avez observées, que vous avez mises de l'avant, est-ce qu'il y a une documentation qui existe, à savoir quand on initie jeune les enfants à la citoyenneté, à la vie démocratique, ça reste? Et est-ce qu'on est capable de mesurer ça? Ben oui, on est capable de le mesurer, mais ça prend énormément de sous et d'investissement et de logistique. Ben tu sais, on peut les avoir. Il faut un petit peu de volonté politique. S'il y a des gens du FRQSC, CRSH à l'écoute, écrivez-nous. d'Élection Québec, d'Élection Canada, écrivez-nous. C'est sûr qu'il y a une motivation, mais moi c'est ça, l'étude que j'ai faite, ça a été vraiment de mesurer déjà d'un point de vue vraiment causal. Ouais. On a mesuré que oui, concrètement, il y a des effets bénéfiques, positifs, important de l'éducation à la démocratie auprès des jeunes en termes de compétences, de savoir quels moyens d'action ils pouvaient utiliser pour s'impliquer, pour régler des problématiques. L'intérêt aussi, juste de démontrer que les enfants, ils ont un intérêt pour la politique avec un grand P, pour les enjeux sociétaux. C'est là, fait qu'on peut comme capitaliser là-dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. On a besoin d'un investissement continue, de soutenir les jeunes dans leur compréhension d'enjeux complexes, d'enjeux sociaux complexes, de continuer à avoir des discussions, d'avoir des débats. Tu sais, aujourd'hui, une problématique, c'est la gestion du conflit, la gestion des idées différentes, la polarisation. L'apprentissage du conflit, c'est quelque chose d'important. Particulièrement au Québec. Valériane Maheu-Leluel, merci. C'est passionnant, vraiment. Ben, là, vous restez avec nous parce que Marc-André, on va élargir, Marc-André Baudet, on va élargir la réflexion sur vos travaux à vous. Oui. Qui, peut-être commencer avec le capital politique, parce qu'en parcourant la documentation sur vos travaux, j'ignorais que des gens s'intéressaient au capital politique dans un contexte québécois. Ben, ça a été peu fait. Ça a été peu fait au Québec, ça a été peu fait au Canada. Donc, c'est la partie complotiste là, de notre balado aujourd'hui. Yes! Ça va être viral. Donc, ma collègue s'intéresse davantage à la participation, à la socialisation. Moi, je suis davantage dans la représentation. Oui. Donc, une fois qu'un processus a été mis en place et qu'on a choisi des représentants, et ces deux piliers-là sont vraiment au cœur de notre vie politique. Et en termes de représentation, il y a beaucoup de défis. Oui. C'est pour ça que des gens arrêtent d'aller voter parfois. Des fois. Il y a aussi pourquoi on parle... Ils sont peut-être dans la pièce. On parle de beaucoup de parité, notamment de genre dans la représentation. Donc, c'est un sujet qui est très important, qui est bien couvert par la littérature. Mais il y a d'autres formes de différenciation ou de sous-représentation qui sont à considérer. Il y a une sous-représentation de gens avec des niveaux d'éducation plus faibles parmi nos élus. Il y a une sous-représentation de gens de revenus plus faibles aussi. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans 2 projets de recherche, c'était la question du capital politique. Un capital qui prend 2 formes. Un capital qui est basé sur l'expérience. D'abord, les gens qui ont occupé des fonctions électives ailleurs. Sont-ils surreprésentés et bénéficient-ils de ce capital pour performer ou obtenir des postes avantageux? Et le capital familial ou dynastique. Et là, c'est là qu'on est dans une question qui est assez sensible, qui avait été très peu étudiée au Québec et au Canada. Bon, je pense que c'est un peu tabou, premièrement. Je pense aussi qu'on a l'impression Parce qu'on a quand même un premier ministre canadien issu. Ouais. Mais c'est qu'un début, parce que lorsqu'on commence à fouiller, Thomas Mulcair est le descendant d'une dynastie politique, Paul Martin, Mélanie Joly, Dominique Leblanc. Quand on commence à fouiller, on a une quantité très, très importante d'héritiers et d'héritières. Les sœurs David. Ça c'est vrai, ancêtres qui ont été... Louis-Joseph Papineau et son entourage proche ont occupé une bonne partie de nos parlements au 19e siècle. Et des journaux aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on associe souvent le népotisme, donc le lien familial et le transfert du capital politique à des démocraties jeunes ou à des systèmes autoritaires. Ou du tiers-monde. Oui, alors que c'est pas du tout le cas. Là. Lorsqu'on fait le tour un peu à travers le monde, au Japon, c'est extrêmement commun. En Irlande, il y a près de la moitié des ministres qui ont un ancêtre qui a été ministre avant eux. En Norvège. Donc, il n'y a pas vraiment de caractéristiques culturelles qui encourageraient ou non. Ce qu'on sait, c'est 2 choses. La première, c'est des caractéristiques institutionnelles.
Donc, les modes de scrutin comme le nôtre, où on choisit un député, ça personnalise la démarche et ça permet un transfert de capital politique, plus que dans le système proportionnel. Ce qui explique que Maxime Bernier, entre autres, exactement. C'en est une autre dynastie. Voilà, il existe en partie pour ça, mais c'est vrai dans tous les partis. Là, au NPD, ils ont plusieurs dynasties familiales dans l'Ouest canadien. Donc la personnalité du député est extrêmement centrale dans notre mode de scrutin. C'est ça, et ça permet à ces gens-là non seulement de remporter davantage d'élections, mais aussi de devenir ministre ou officier de Parlement lorsqu'on est dans l'opposition, là, de critique plus rapidement. Oui. Et dans le cas québécois, où il y a... disons encore plus dans l'histoire de dynastie, c'est en partie lié au fait qu'on est une ancienne colonie. Oui. On a un ancien régime féodal qui a été aboli au milieu du 19e siècle, on l'oublie. Oui, et c'est une culture qui, pendant longtemps, était construite sur des liens sociaux, là, ce qu'on appelle en anglais les kinship. Là, donc, c'est la famille, mais c'est aussi la famille élargie. Juste de quelques statistiques, là, depuis la Confédération, on parle à peu près 10% des députés dans les provinces canadiennes qui ont un lien dynastique pré ou post. Ah, okay? On parle de 5% au fédéral. On parle en moyenne d'à peu près 15% au Québec. Quand même! Il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'auparavant, mais il y en a toujours. Mais on a donc des taux qui sont extrêmement élevés. Et peut-être juste une dernière petite statistique. On a 3 premiers ministres... C'est comme dit un peu en chuchotant. Oui, c'est ça. Donc, 3 premiers ministres sur 23 au Canada qui ont fait partie d'une dynastie politique, mais parmi les 120 premiers ministres de 4 provinces qu'on a regardées, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, sur 120, il y en a 28 quand même. qui ont eu des ancêtres élus dans les assemblées ou encore des descendants. Et c'est encore pire lorsqu'on regarde dans les cabinets. Au fédéral, c'est 18% des ministres. Et au provincial... C'est une caste qui s'auto... Et voilà. Met de l'avant. C'est parce que Cela dit, là, je vais dire peut-être une énormité. Ce ne sera pas la première. Cela dit, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas compétents. Absolument pas. D'ailleurs, c'est important, je le répète à chaque fois que je peux le faire. Je me permets quand même de dire que je doute que Justin Trudeau soit devenu premier ministre au stade de sa carrière s'il ne s'était pas appelé Trudeau. Ah non, mais c'est clair. Mais il est peut-être compétent dans ce qu'il fait. Ça, c'est un autre débat, mais il a certainement profité d'un accélérateur important. Oui, tout à fait. Le talent peut se transmettre, c'est possible. Oui. L'autre possibilité, c'est l'intérêt. Donc, si on a grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de politique, on a développé des aptitudes, des connaissances, des liens. Bon, c'est le cas de Mélanie Joly, qui est un cas assez typique. Là, son père a été un trésorier au Parti libéral du Québec. Sa belle-mère a été députée fédérale. Donc, elle baignait là-dedans. Et la troisième source, c'est ce qu'on appelle le capital. Et ce capital-là, c'est quelque chose qu'on transmet comme un capital financier, mais on le transmet à travers son nom, et son réseau. Il y a un rapport de classe sociale, j'imagine, là-dedans aussi. Là. C'est vrai, mais ce qui permet de mettre en doute l'importance du capital financier, c'est que quand on regarde différents pays qui ont des niveaux de financement ou de nécessité de financement électoral importants, on observe la même chose. Ce que je veux dire, c'est que si on observait les dynasties politiques uniquement aux États-Unis, on dirait, c'est normal parce qu'il faut des millions de dollars pour faire campagne. On voit la même chose en Norvège et en Irlande et au Québec. Des environnements où l'argent... du moins pour monter une campagne, est beaucoup moins un facteur que dans ces autres contextes-là. Donc, évidemment, il faut du temps et de l'argent pour le faire, mais si j'avais à miser sur les facteurs les plus importants, je dirais qu'il y a la reconnaissance du nom, sans aucun doute, et il y a une espèce d'aura qui va avec ça là, dans le milieu médiatique, à laquelle on peut associer la personnalisation des modes de scrutin qui permettent ça. Juste une petite anecdote intéressante, j'ai un collègue, Daniel Smith, qui a travaillé beaucoup là-dessus au Japon, où même lorsqu'un député quitte et veut nommer généralement son gendre à sa place, le gendre change de nom. Je veux dire, à l'état civil pour récupérer le nom de son beau-père. Donc, c'est même un niveau d'appropriation du capital dynastique qui est encore plus fort. Fait que ce capital-là est présent et il aide évidemment à l'ascension... Ce qui est intéressant, ça aide définitivement les liens dynastiques, ça aide. Parce que l'expérience politique, c'est plus mitigé. C'est plus compliqué. Le fait d'avoir une expérience au fédéral et au provincial était avantageux à la fois pour devenir ministre ou du moins officier au Parlement. Par contre, ce qu'on a trouvé, et ça, les faits étaient assez forts, c'est que ceux qui ont été d'abord élus au municipal ou encore dans les commissions scolaires ont moins de chances d'être ministres. Je pense qu'il y a une question de casting, de profil qui compte. Et l'autre facteur, c'est que la politique municipale est généralement non partisane, comme la politique de commission scolaire. Il y a des partis politiques fantômes, là, mais c'est jamais quelque chose de très prégnant. C'est souvent équipe quelque chose. Voilà. Puis ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience de la vie politique
avec discipline de parti, avec logique idéologique plus forte. Donc, ils sont peut-être pas si bien équipés pour jouer un rôle important à leur arrivée au Parlement. Je vais te poser une question. Est-ce qu'on voit une tendance à la baisse là, de ces dynasties? Est-ce que, parce que, tu sais, moi, je vois, je pense à l'histoire de la France, là, où c'est comme, il y a eu un espèce de monopole, là, tu sais, avec genre la noblesse, la bourgeoisie, tout ça qui s'est perpétué. Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, genre, la société est quand même en train d'évoluer, les portes du pouvoir s'ouvrent. Donc, est-ce qu'on voit une tendance à la baisse de l'importance de ces dynasties? Oui, à l'agrégé, oui. Par contre, là, il y a eu les funérailles de Brian Mulroney. Tout d'un coup, on se met à parler de Mark Mulroney, son fils, qui serait un candidat intéressant. Donc, peut-être que le fils à Jean Charest aussi. Oui, exactement. La personnalisation se concentre maintenant, ou le transfert de capital au sommet, et pas seulement chez la députation en général. Ça, c'est un premier facteur. Un autre facteur qu'on ressent beaucoup au fédéral et en Ontario, c'est qu'avec l'arrivée massive de nouvelles générations de nouveaux Canadiens, ben, les réseaux se refont, en fait. Donc, c'est intéressant au Canada, en Ontario et au fédéral, on a une augmentation du nombre de députés qui sont nés à l'extérieur du Canada. En fait, on revient à des taux qu'on avait autour de 1867, où il y avait beaucoup de députés fédéraux qui étaient nés en Irlande, en Écosse et ailleurs. Donc, on revient à cette diversité-là d'origine, et les nouveaux réseaux familiaux vont se créer dans le temps. Mais ce remplacement du personnel politique a donc des conséquences sur la vie dynastique. Mais on sent quand même une baisse assez clair du nombre de familles dynastiques, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, notamment l'Irlande et le Japon, là, qui sont les cas de népotisme les plus frappants. On a souvent accusé les Irlandais d'être népotiques car ils étaient catholiques. Les travaux comparés avec la Norvège et le Japon ont tendance à décourager tout ça. Il y a, je pense, un facteur, effectivement, il faut, si on veut briser des lignes dynastiques, il faut qu'il y ait des événements disruptifs qui soient assez importants. Puis le Québec les a connus, en fait, et le Canada également. Je veux qu'on parle on va terminer avec ça, de distorsion de la représentation, parce qu'ici, on en a déjà parlé à la saison 1, j'avais reçu Jean-Pierre Charbonneau, qui est le porte-étendard de la réforme du mode de scrutin. J'ai longtemps été vraiment, j'ai pas milité, mais j'ai beaucoup mis de l'avant cette idée-là que je trouve intéressante. Bon, je commence à vieillir et je me dis que je verrai pas ça de mon vivant. Et là, j'ai parcouru vos travaux puis je me suis rendu compte que peut-être que dans le fond, on devrait pointer vers une autre direction. Effectivement, le point central, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais mode de scrutin. Et ça dépend ce qu'on veut faire et ce qu'on veut réaliser. Donc, je rejette notamment cette lecture assez critique de notre mode de scrutin en disant qu'il crée de la distorsion entre le vote et les sièges. Au sens où c'est pas son objectif. L'objectif, c'est de choisir la personne la plus populaire dans chaque circonscription. Donc, et est-ce qu'il y a un objectif de stabilité aussi? Avec Oui, c'est sûr, mais c'est pas lié aux règles. Ce que je veux dire par là, c'est que notre système n'est pas brisé. Non, tout à fait. Il était brisé si les personnes qui finissent deuxième ou troisième étaient élues députés. Ce n'est pas le cas du tout. Ceci étant dit, il y a des conséquences au choix des règles, et une des conséquences, c'est effectivement une distorsion, même si j'aime pas le terme, entre le nombre de voix à l'agrégé et le nombre de sièges. Je pense, en fait, les référendums qui ont été faits sur le sujet au Canada et dans d'autres systèmes comme le nôtre ont démontré très peu d'appétit pour la réforme. Le seul exemple de succès, c'est la Nouvelle-Zélande, qui était dans un contexte vraiment particulier au moment de sa réforme. Là, c'est une autre question complètement. Cela dit, des partis politiques l'ont mis de l'avant. Quand ils sont dans l'opposition. Voilà. Justin Trudeau, François Legault, le Parti québécois l'a fait à plusieurs reprises. Même Jean Charest s'est montré assez enthousiaste à la réforme à un certain moment donné. Une fois au pouvoir, c'est beaucoup moins le cas, en partie parce que réforme veut généralement dire perte d'avantages électoraux du parti au pouvoir, donc défaite de députés. Tout à fait. D'ailleurs, la dernière réforme qui avait été proposée par le gouvernement caquiste, c'était un des facteurs, c'est que dans la réforme, qui avait toutes sortes de défauts par ailleurs, il y avait une partie des députés caquistes qui disaient, un instant, moi, ma circonscription disparaît. Et là, ça bloque. Mais il y a aussi pas un appétit si fort dans la population sur cette question-là non plus. Parce que c'est ça que je me suis rendu compte aussi en parcourant vos travaux, c'est que c'est une révolution, là, passer d'un système comme le nôtre, uninominal à un tour, à une proportionnelle. Et c'est pas que ça fait peur aux gens, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et il y aurait une perte d'énergie à convaincre les gens d'aller de l'avant avec la réforme du mode de scrutin. Et vous proposez autre chose qui est beaucoup plus soft. Voilà, moi, au départ, j'ai une formation d'économiste à la maîtrise. Donc, moi, je m'intéresse au changement à la marge. Donc, où on peut investir
un peu d'énergie pour l'impact le plus important. Et parmi les endroits où on pourrait investir l'énergie qui est investie actuellement pour des grandes réformes qui n'auront, à mon avis, jamais lieu. Non, tout à fait, non. Je pense notamment... On s'excuse auprès de M. Charbonneau. Voilà, si mais on a déjà eu ces discussions-là, lui et moi, par le passé, de toute façon. Mais les lois électorales de financement est une option. Créer des postes pour les Autochtones, ça en serait une autre. Donc, il y a plusieurs petites réformes qui auraient un impact important, mais je m'intéresse... Excusez-moi, la modification au financement, c'est par rapport au genre, entre autres. On pourrait inciter financièrement des partis à mettre de l'avant la parité. En fait, on pourrait punir financièrement les partis qui n'atteignent pas des zones paritaires. Ça serait plus une façon de J'essaie d'être voilà. Mais ça pourrait être aussi donner des fonds plus d'argent à des partis plus marginaux. Pour leur permettre de compétitionner. Il y a différentes façons de voir les choses. Mais dans le cadre de ce projet particulier-là, je m'intéresse à la taille de l'Assemblée. Okay? On dit toujours, le Québec, c'est plus petit que l'Ontario, on a plus de députés, il y a trop de monde. Tout ça. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Mais le problème, c'est l'Ontario. Je vais l'expliquer. C'est que si on était dans la norme mondiale, le Québec aurait 200 sièges. Il y a une règle mathématique là-dessus. C'est la racine cubique de la population. On obtient la moyenne des tailles des assemblées. Donc, on est vraiment sous la norme. Peut-être juste donner d'autres comparatifs. Le Massachusetts, c'est 7 millions d'habitants, puis c'est 200 députés. L'Irlande, je reviens toujours à l'Irlande, c'est 5 millions d'habitants et c'est 160 députés. Donc, et l'Ontario, en fait, est un exemple, un contre-exemple par rapport à la norme mondiale. Là, ce qu'on s'est demandé dans le cadre d'un projet, c'est de voir qu'est-ce qui arrive si on augmente la taille de l'Assemblée, c'est quoi l'impact sur cette fameuse distorsion entre les voix et les sièges, et ce qu'on trouve en fait à l'aide d'un devis de recherche là, que j'expliquerai pas en détail, mais essentiellement, on a comme une expérience parce qu'au Canada, on a des élections provinciales avec une taille d'Assemblée provinciale et des élections fédérales. Tout à fait. Et par exemple, au Québec, on est capable de savoir c'est quoi la distorsion à 125 sièges au provincial et à 78 sièges au fédéral. Donc, moins de sièges au fédéral, est-ce qu'il y a plus de distorsion? Et lorsqu'on a fait l'étude dans la durée avec de nombreuses provinces, on se rend compte que plus l'Assemblée est volumineuse en termes de sièges, moins il y a de distorsion. Il y a une tendance systématique très claire. C'est intéressant, ça. On n'est pas à 125, là, on n'est plus dans les zones vraiment payantes. Là, la vraie zone payante, c'est entre 40 et 70 sièges. Mais ça, j'envoie un appel aux municipalités aux grosses municipalités qui ont des petites assemblées, il y aurait de la place pour Montréal, notamment, pour augmenter. Parce qu'à Montréal aussi, on dit qu'il y en a trop. Il y a des gens qui trouvent qu'il y en a trop d'élus. C'est ça. Mais on aurait, disons, on a une zone, peut-être une quarantaine de sièges encore où on serait capable d'améliorer ou de diminuer la distorsion. Donc, en ajoutant une quarantaine de sièges. En ajoutant une quarantaine de sièges avec des avantages additionnels, notamment, on sait que des assemblées plus populeuses encouragent plus de diversité. Parce qu'il y a plus de gens, mais aussi parce que ça coûte moins cher, parce que les circonscriptions rapetissent. Donc, il y a des gens qui ont peut-être moins de ressources pour se lancer dans une circonscription immense, mais lorsqu'on rapetisse, qu'on se retrouve avec des circonscriptions de 25, 30 000 personnes, c'est jouable. C'est intéressant. Ça, on le sait. On sait également que ça a un impact sur la représentation des genres. C'est des recherches sur le sujet assez claires. Mais en plus de ça, dans le contexte actuel où on a une forte distorsion, on se retrouve avec des partis d'opposition qui sont pas assez nombreux pour faire leur travail de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire. Et ne serait-ce qu'en augmentant la taille de l'Assemblée, on pourrait avoir du contrôle parlementaire de meilleure qualité. Mais ce n'est pas tout. En fait, on augmenterait la force des oppositions. Les ressources. Mais ce n'est pas tout. Les assemblées très nombreuses, je prends l'exemple qu'on partons, c'est la mère de tous les parlements, c'est Londres. Moi, je suis un fan fini de Westminster. Et à Londres, ils sont presque 2 fois le nombre de députés au fédéral, là, si je compte bien. C'est un pays qui est quand même plus populeux. Mais il y a des députés qui savent qu'ils ne seront jamais ministres. Donc, ils développent une indépendance et une expertise spécifique. Donc, il y a des députés à Londres qui sont spécialistes de la politique étrangère du Royaume-Uni au Moyen-Orient ou des échanges commerciaux avec les pays du Pacifique. Donc, ils participent avec cette expertise-là à la qualité du débat parlementaire. Tout à fait. Et aussi... Sachant qu'ils ne seront jamais ministres. Oui, effectivement. Et aussi, si vous suivez un peu la couverture médiatique des parlementaires britanniques, parce que je ne suis pas peut-être le seul qui fait ça, là, mais on remarque que dans les médias, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus critiques du gouvernement parce que ils sont nombreux et ils savent qu'ils ne seront jamais ministres. Alors que si vous pensez... Il y a moins de langue de bois, donc, d'une certaine façon. Parce que dans le contexte québécois, même dans le contexte fédéral, si au bout d'une carrière parlementaire de 2 mandats, du côté gouvernemental, tu n'as pas été ministre, c'est que tu n'es pas très bon parce que tes chances sont excellentes. Parce qu'on a plus ou moins une chance sur 2 d'être ministre avec la taille des cabinets par rapport aux tailles de l'Assemblée. Donc, gain en termes de réduction
de l'écart entre le pourcentage de voix et de sièges, gain en termes de représentation descriptive et gain en termes de représentation de substance. Ça me semble une solution assez facile. Et un autre gain, c'est qu'il n'y a pas de révolution auprès des électeurs. Et il n'y a pas de révolution. Les Québécois, c'est une population qui aime les changements. C'est des incréments. Comme on dit l'expression, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, plutôt qu'espérer, comme on l'espérait déjà en 1967, une réforme majeure du mode de scrutin, pourquoi pas faire des gestes conséquents, pragmatiques et efficaces pour améliorer la situation? Et Marc-André Baudet, il y aurait un calcul, là, ce serait pas... Il y aurait des députés qui seraient ajoutés pour compenser la distorsion. Ben là, le terme que vous n'aimez pas? C'est une discussion qu'on peut avoir. Soit on augmente la taille de l'Assemblée puis on conserve le même mode de scrutin. Donc, non, mais attendez, en faisant ça... On a des gains. OK. Ah oui, des gains substantiels. Ça, c'est la première option. Pas juste des gains de députés, on a des gains en représentativité. C'est ça, exactement. L'autre option, c'est de conserver 125 sièges ou peut-être passer à 130, on verra, et d'ajouter des députés qui seraient des députés de correction. Ouais. Donc, imaginons qu'un parti politique, à la fin de l'élection, un parti est surreprésenté. Le Parti conservateur. Mettons le 13% aux dernières élections, je pense. Bon, et aucun élu. Voilà. Ben, eux, ils pourraient profiter à les piger dans ce bassin de peut-être une vingtaine de députés, des gens qui intégreraient l'Assemblée nationale en tant que députés du Parti conservateur et qui diminueraient l'écart. Essentiellement, les partis d'opposition profiteraient d'une participation plus grande. Donc là, on créerait un système mixte, mais pas un système mixte à l'allemande qui est beaucoup plus systématique, mais au moins une correction à la marge. Ouais. Mais au minimum, l'ajout de sièges est une solution intéressante. Et financièrement, dans un contexte économique actuel, là, il y aurait un appétit pour les contribuables. Ben, il serait gagnant. Barre oblique, électeurs. Ben, il serait gagnant. Parce qu'il y aurait des gens qui chialeraient, on le sait, là, les chroniqueurs habituels diraient on n'a pas les moyens, ça coûte trop cher, les députés c'est bon, les fonds de pension, mais même pour ça, j'ai une solution, parce que dans la réforme... Ah ça, j'aime ça, on est en mode solution. Ouais, dans la réforme qu'il y a eu récemment, qui a augmenté le salaire des députés, en fait, c'est la moitié d'une réforme proposée par un comité qui avait été créé il y a plusieurs années. La réforme suggérait d'augmenter le salaire des députés, mais d'augmenter leur contribution à leur fonds de pension. Ah. Mais la réforme qui a été adoptée a augmenté le salaire des députés, mais ne permet pas leur contribution. Donc, ça serait peut-être l'occasion de réfléchir et de compléter une réforme, donc de rendre les députés peut-être moins dispendieux à l'unité pour pouvoir s'en offrir davantage. Ben Marc-André Baudet, merci. C'est passionnant tout ça. On va se reparler sûrement. On va regarder ça se développer. Peut-être que juste d'en parler ici, ça va semer une graine. Et moi, c'est sûr aussi que je vais faire attention à parler plus de politique. Je sais que c'est drôle, je vais terminer avec ça. Petite anecdote qui va attendrir les gens. Mon petit garçon de 3 ans, mi-ville, évidemment, ça m'étonne toujours parce qu'on n'écoute pas les nouvelles à la télé, mais il sait très bien qu'il y a un conflit en Palestine et ça l'intéresse. Et il nous dit souvent, moi, la guerre, ça m'intéresse. Il y a 3 ans. Puis, on essaie de dire que c'est pas bien, mais en même temps, on veut... Puis là, récemment, il nous a dit que ça l'intéresse moins. C'est pas de patrouille qui l'intéresse, mais qui est une forme de conflit, par ailleurs. Ah, tout à fait. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y a des conflits dans les dessins animés aussi. Oui, mais là. les règles. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont très efficaces, pas de patrouille. Ouais. Mais ça prouve que, malgré ce qu'on pense, ils sont très, très perméables à l'environnement et il faut toujours trouver la façon d'en discuter adaptée à leur âge, en fait. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, c'est même si... Nous-mêmes, en tant que parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., on ne veut pas délibérément parler de politique. Ils en entendent, ils en entendent dans la rue, à l'école, chez des copains, etc. Et donc, ils sont exposés à ces conflits, ces enjeux, ces questions sociétales. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut les accompagner. Il faut leur donner les outils pour comprendre donc les informations, la perspective historique, d'où ça vient, déconstruire cette guerre-là, comment c'est arrivé, parler solutions, c'est quoi les possibilités, c'est quoi la diplomatie, qu'est-ce qui est en train d'être fait, etc. Et donc, je pense que c'est important de les accompagner là-dedans et pour qu'ils deviennent justement des citoyens autonomes, accomplis, critiques, sensibles, etc. Et heureusement, la recherche universitaire nous aide. Particulièrement la recherche de l'Université Laval. Voilà. Represent. Hey, merci. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.
Alors, deuxième partie de cet épisode avec Olivier Jacques, Normand Landry, bonjour. 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 Parlez-nous de vous un peu, qu'est-ce que vous faites de vos domaines d'études, de recherche? Moi, je suis formé en sciences politiques. Olivier Jacques, oui. Olivier Jacques, effectivement, formé en sciences politiques. J'ai fait un doctorat à l'Université McGill que j'ai terminé relativement récemment. J'ai fait de l'économie politique, de l'analyse des finances publiques. Ouais. Donc, je m'intéresse à comment on génère des revenus pour ensuite les distribuer. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Moi, la politique, c'est qui reçoit quoi, quand, où et comment. En gros, les finances publiques, c'est vraiment ça. Puis maintenant, je suis professeur à l'Université de Montréal en santé publique. Donc, je m'intéresse au financement de la santé puis au financement de la santé publique principalement. Normand Landry? Oui, moi, je suis professeur à l'Université TÉLUQ. Je suis également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Ouais. Donc, mon champ de recherche principal, c'est vraiment le développement des compétences qu'on appelle médiatiques ou numériques. Là, on en parle beaucoup ces temps-ci. Mais j'ai dérivé. Depuis maintenant 7 ans. Je m'intéresse beaucoup aux questions associées aux représentations de la pauvreté, aux représentations des groupes en situation de pauvreté aussi. Donc, je travaille là-dessus avec différents groupes à travers le Québec depuis maintenant 2017. En fait, on va croiser vos deux domaines d'intérêt parce qu'on va se questionner sur comment on peut mieux répartir l'argent public pour amoindrir les inégalités économiques, entre autres. Ça va être plus avec vous, ça, Olivier Jacques, je pense. J'ai lu quelque part que vous avez écrit que le Canada a largement échoué à lutter contre les inégalités raciales, entre autres. Ah oui. Et on l'a aussi d'un point de vue d'immigration et d'un point de vue de race. Donc, il peut y avoir des gens qui ne sont pas pareil. Non, c'est ça. Il y a des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, par exemple des personnes noires qui vont être davantage en situation de pauvreté, même si ça fait 4 générations qui sont ici, donc ils sont plus considérés comme des immigrants de 2e génération, par exemple. Effectivement, c'est intéressant. Ça, c'était un article de Banting et Thompson, Deborah Thompson à McGill, qui avançait, malgré tout le beau discours canadien sur le multiculturalisme et l'ouverture, le fait étant que le Canada, particulièrement hors Québec, est un État-providence extrêmement peu généreux. On est parmi les pays qui dépensent le moins en politique sociale dans le monde. Puis, ça se répercute sur de la pauvreté plus élevée chez des groupes marginalisés. Et malgré le fait qu'on dit qu'on est une société post-raciale, ça n'en demeure pas moins qu'il y a des inégalités entre groupes raciaux. Et surprenamment, au Québec, par contre, il y a moins de... Parmi les personnes pauvres, il y a beaucoup moins de gens issus de la diversité. C'est pas juste parce qu'il y a moins de diversité. Il y a aussi qu'il semble y avoir peut-être davantage de redistribution. Puis quand on a plus de redistribution, ça réduit les inégalités raciales. Ce que le Parti libéral du Canada a réussi à faire, c'est réduire la pauvreté, puis la pauvreté des enfants. Donc... Ça, c'est observable. La réduction de la pauvreté, elle s'est produite depuis 2015. Puis ça, c'est pas compliqué, là, c'est parce que le gouvernement a dépensé davantage. Vous avez travaillé aussi à analyser le revenu minimum garanti, en fait, ses impacts. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que j'en ai parlé souvent. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là, parce qu'on va... En fait, moi, j'ai l'impression que c'est une mesure vraiment intéressante. Quand elle est appliquée mur à mur, on enlève le côté discriminatoire, qu'un fonctionnaire décide ou non si vous avez droit à des prestations. Tout le monde reçoit le même montant. Après ça, on calibre rendu au moment des impôts. Si vous avez travaillé beaucoup, ça va être réduit. Et qu'est-ce que vos travaux indiquent par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui, le revenu minimum garanti, en fait, il faut le concevoir sous une forme d'un trilemme. Donc, on peut avoir un trilemme, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 des 3 objectifs. C'est-à-dire l'universalité, tout le monde reçoit le même montant, la générosité, puis la soutenabilité fiscale. On peut juste réussir 2 des 3. Et le problème, moi, je pense que si on veut faire un revenu minimum garanti, il faut choisir la soutenabilité fiscale et la générosité. Si on fait un revenu minimum garanti qui est universel, donc tout le monde reçoit le même montant et généreux, c'est absolument impayable. Et même, même si après ça, avec les impôts des particuliers, on calibre, on en demande plus à ceux qui ont, dans le fond, déduit ce qui a été versé, on n'y arrive pas. Non, parce que si on prend, par exemple, seulement l'ensemble des prestations en transfert que le gouvernement du Québec donne en 2017, puis qu'on les répartit équitablement, on donne juste 900 $ par personne. Si on prend tous les services publics, on est à 6 000 $ par personne, la valeur des politiques sociales. Et donc, là, c'est que pour se rendre à quelque chose d'assez généreux pour des personnes qui n'ont pas de revenus, il faut vraiment augmenter ce montant-là significativement. Et c'est parce que ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent pas beaucoup de prestations de l'État et qui paient quand même pas mal beaucoup d'impôts. Donc, si on leur donne des prestations à ces gens-là, ça coûte vraiment
très cher. Ouais. Et donc, ce qu'on observe, c'est que si on veut donner à tout le monde, même si on en reprend après, c'est extrêmement coûteux et ça devient tellement coûteux, en fait, que ça risque de nuire aux autres services publics. Ça risque de nuire au réseau de la santé, nuire au réseau de l'éducation, parce qu'on n'aura plus assez d'argent pour le payer. Ensuite, évidemment qu'on peut se dire qu'on peut augmenter les impôts de 50%, mais est-ce que les gens veulent ça? Pas nécessairement. Et donc, moi, mon avis sur le revenu minimum garanti, c'est qu'on peut viser un revenu de base, mais qui n'est pas offert à tout le monde. Ça ressemble finalement à une bonification de l'aide sociale, peut-être moins stigmatisante, moins... Oui, ça, on va en parler tantôt avec Normand. Il y a quand même des enjeux de stigmatisation. Ah oui, clairement que le programme d'aide sociale est vraiment pas parfait. Mais il est surtout pas généreux. C'est surtout ça son problème, à mon avis. Mais ça, c'est le fait qu'il soit pas généreux, c'est par rapport à un agenda politique ou de tout temps, il n'a jamais été généreux? De tout temps, il a été problématique. De tout temps, on a voulu, en fait, aligner le montant des prestations pour qu'il ne rentre pas en compétition avec le travail mal rémunéré. Ça, c'est la logique fondamentale de l'État. On ne peut pas offrir aux gens le choix entre aller travailler au salaire minimum ou recevoir des prestations de l'État. Donc, on a fait le choix historique de maintenir les gens dans l'extrême pauvreté parce qu'à l'heure actuelle, si vous êtes à l'aide sociale, vous êtes une personne seule, sans enfant, ou que vous n'avez pas de contraintes sévères, l'État vous donne, avec toutes les aides publiques, là, pas juste les prestations, mais avec les crédits d'impôt, environ $1 sur 2 pour couvrir vos besoins de base. Vous êtes à 50% de ce que ça vous prend pour vous loger, pour vous nourrir, pour vous déplacer. Pour le minimum, pour le gros minimum. Ce que ça fait, c'est que ça fait une situation de crise qui est immédiate, mensuelle pour tous les prestataires. Et ce choix-là, il est politique, il est délibéré de ne pas interférer avec l'emploi mal rémunéré. L'articulation entre l'assistance sociale et le marché de l'emploi, c'est là que le bas blesse au Québec. On va y revenir parce qu'avant, je veux parler de la PCU, Olivier Jacques, parce que j'ai eu l'impression, et je pense que ça a été le cas de bien des gens, la PCU, pendant la pandémie, a été peut-être ce qui se rapprochait le plus d'un revenu minimum garanti universel. On constate certaines choses. Un, c'est insoutenable fiscalement. C'était évident là, que... Pierre Poilievre nous le rappelle. Ouais, mais il fallait le faire. Puis je trouve que c'est dommage, ça, juste faire un petit aparté là-dessus, je trouve que c'est dommage que le Parti libéral soit pas plus en disant oui, on a endetté le Canada, mais les gens sont pas morts. C'est ça. Tu sais, ils sont pas morts de faim. Puis ça, je pense que c'est important de le rappeler. Par contre, ce qu'on observe, c'est ça, c'est que les gens aiment pas l'idée qu'il y a des personnes non méritantes, entre guillemets, qui l'ont reçu. Puis il y a eu certaines fraudes où il y a des gens, tu sais, la PCU pour les étudiants, c'était un peu une joke, là. Je veux dire, moi, j'en connais des jeunes qui recevaient ça, puis il n'y en avait pas besoin, là. Ils habitent chez leurs parents, puis leurs parents sont pas pauvres, là. Mais ça montre allait un peu très bien, le problème d'un régime universel. Exact. Par contre, ce que la PCU nous démontre aussi, c'est que notre problème au Canada, c'est que notre assurance-emploi est de très mauvaise qualité. Tout à fait. On couvre à peine 50% des gens qui perdent leur emploi. Si on avait un système d'assurance-emploi qui fonctionne comme dans les pays européens, ils n'ont pas créé de PCU, eux autres, parce qu'il y avait un système d'assurance-emploi qui était capable de traiter des demandes et qui allait s'occuper des gens qui perdaient leur emploi. Ici, le gouvernement fédéral savait très bien que l'assurance-emploi, puisqu'il y a juste 50% des gens qui peuvent la recevoir, en situation de pandémie, ça allait pas bien se passer. Donc, on a été obligé de créer ce programme rapide, mais on est mieux de faire un meilleur système d'assurance-emploi qui aide les personnes qui perdent leur emploi. Ça, on en a parlé ici avec le groupe Action Chômage Côte-Nord l'an dernier, entre autres, le trou noir de l'assurance-emploi, le fait que c'est mal financé aussi, qu'il y a eu aussi un agenda politique dans la désintégration de la couverture de l'assurance-emploi. Déterminant. Si on peut faire un peu de millage sur la PCU, un élément que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les gens assistés sociaux n'ont pas eu le droit à la PCU en pleine crise pandémique, alors que les services ont été fermés pendant des grandes périodes de confinement. Alors, ça, je l'ignorais. Oui, alors, ils ont été projetés, en fait, dans une crise sans précédent dans l'histoire du Québec, où le $1 sur 2 dont ils avaient besoin pour arriver à se loger, à se nourrir, à se déplacer, était manquant, essentiellement, et les services étaient coupés. Et évidemment, on n'en a pas parlé, on en a très, très peu parlé dans nos médias. Et les hommes et les femmes politiques ont refusé, en fait, de donner des aides d'urgence à des populations qui étaient jugées non méritoires des aides de l'État en période pandémique. Évidemment, c'est pas verbalisé comme ça, mais l'esprit de ces programmes-là, c'est ça. Il faut être aux études, il faut être productif ou il faut travailler. On va y revenir, Normand, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce que vous avez observé par rapport aussi au rôle des médias. Moi, j'aimerais ça, Olivier Jacques, que vous nous donniez des exemples
ailleurs dans le monde de redistribution de la richesse, entre autres, par rapport aux programmes sociaux? De qui on pourrait s'inspirer et de qui il faudrait surtout pas s'inspirer? Ben, il faut pas s'inspirer du Canada. C'est un fait, puis pas des États-Unis. Ouais. Et on a une grande tendance ici là, à se comparer. On dit le Québec est l'endroit le plus taxé en Amérique du Nord. Oui. Ouais, mais si on se compare aux pays d'Europe de l'Ouest qui sont plus riches Oui. et qui fonctionnent mieux que plus souvent la plupart des États nord-américains, ben, on n'est pas particulièrement taxé ou généreux. Ouais. Ensuite, moi, ce que mes recherches sur la redistribution suggèrent, c'est que, bien que je viens de dire que l'universalisme sur un revenu minimum garanti, c'est une mauvaise chose, je pense que l'universalisme en soi, c'est une très bonne chose. Oui. Ce qu'on veut, c'est des programmes sociaux qui bénéficient à tous, des services publics qui bénéficient à tous, qui sont généreux pour tout le monde. Quitte à ce que, par exemple, ben, ça soit seulement les personnes sans emploi qui aient accès. Ça, c'est toutes les personnes sans emploi. Ou qu'on fasse que quand on a plus de revenus, on reçoit un peu moins. Mais que tout le monde ait accès à ces programmes-là. Mais ça, c'est le cas présentement. Certains crédits d'impôt, genre l'allocation pour les familiale. enfants. Bon. Exact. Ça, mais ça, c'est parfait. Ça, c'est un bon exemple. C'est bien calibré. C'est l'universalisme proportionné. Puis j'ai un ami qui gagne beaucoup de revenus, mais il est content de ce programme-là. Il reçoit 12 $ par mois. Et il est content. Tu sais, je vais aller m'acheter une crème glacée avec ma fille. Mais il a reçu le programme. Et ça confirme qu'il fait beaucoup de revenus. Ouais, mais tu sais, puis j'ai dit, mais tu le sais bien là, que tu reçois pas grand-chose puis que tu redistribues avec ça. Il dit, mais je le reçois. Ben, l'idée, c'est que lorsque la classe moyenne aisée reçoit des programmes, ben, elle accepte de payer des impôts. C'est ça. Parce que l'objectif pour maintenir une redistribution, c'est de convaincre les gens de payer un niveau élevé d'impôts. C'est ça le nerf de la guerre. Quand on a une baisse d'impôts, on réduit la redistribution tout le temps. Il n'y a pas de baisse d'impôts redistributive. L'important, c'est de convaincre les gens de soutenir les impôts qu'ils payent. Et pour ça, ben, il faut qu'ils reçoivent des services et qu'ils reçoivent des bons services. Voilà. Ça, c'est le grand défi là, des sociétés occidentales. Bon, moi, je veux des exemples là, de pays. Parce que j'ai lu, entre autres, dans ce que vous avez fait, vous parlez des approches pro-pauvres. Comment on peut les définir? Puis ouais, donc on avait ici, est-ce que on peut être universel et pro-pauvre? C'est-à-dire que nos services publics aident disproportionnellement les gens en situation de pauvreté sans nécessairement ne donner de l'argent qu'aux personnes en situation de pauvreté, ce qui est une situation complexe. Mais en gros, si on fait des bons programmes qui aident les personnes qui n'ont pas d'emploi, c'est-à-dire des programmes qui aident les gens à... qui est vraiment le filet social. Là. Lorsque vous perdez votre emploi, on s'occupe de vous. Ben, ça, c'est très pro-pauvre. Parce que les gens qui n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus. Hein? Mais ça demeure universel. Parce que tout le monde qui n'a pas d'emploi aurait accès à ce programme-là. Et bien, ça, c'est aussi très bon pour la santé. Lorsqu'on perd notre emploi ou qu'on se retrouve à l'assistance sociale quand notre assistance sociale n'est pas généreuse, on risque de devenir en mauvaise santé. Mais des exemples, ben, il y a toujours les pays scandinaves qui réussissent bien. Mais ensuite, la France a beaucoup de problèmes, mais la France est un pays qui soutient un niveau d'impôt très élevé et qui redistribue beaucoup. Le problème de la France, c'est que son marché du travail est plus inégalitaire que le nôtre et qu'il y a des exclus du marché du travail. C'est ça son problème. Ensuite, ce que le Canada fait bien, c'est d'avoir un marché du travail qui est quand même moins inégalitaire qu'ailleurs. Bon, ben Normand, on va se tourner vers vous un peu plus. Merci, Olivier. De toute façon, vous restez... Je suis encore là. Vous restez dans la conversation. Parce qu'évidemment, la redistribution de la richesse implique que les gouvernements aillent de l'avant, donc avec l'aval des populations aussi. Et il y a un problème de ce côté-là dans les perceptions, entre autres des assistés sociaux. Une des grandes conclusions, des grands phénomènes qu'on a observés là, dans nos travaux dans les dernières années, c'est de tous les groupes identifiables au Québec. Là, on parle beaucoup des discriminations à l'égard des minorités sexuelles, des minorités ethniques, des minorités religieuses. Mais de tous les groupes identifiables au Québec, les gens qu'on aime le moins, c'est les personnes assistées sociales. Et on en parle peu. On en parle très pas. Ça fait pas l'agenda politique, ça fait pas l'agenda médiatique. C'est comme s'il y avait un genre de feu de l'intolérance qui couvait à l'abri un peu des regards publics. C'est pour ça qu'on a développé tout notre agenda de recherche sur l'assistance sociale au Québec pour comprendre exactement c'est quoi les pitons chez nous qui font qu'on a des représentations aussi négatives à l'égard des personnes assistées sociales. Et dans le contexte où les personnes assistées sociales sont mal perçues, sont l'objet d'un stigmate important, sont l'objet d'une discrimination importante, quel est l'incitatif, en fait, qui pousserait les gens en situation de décision pour modifier les conditions d'existence de populations qui sont exclues, marginalisées, déconsidérées dans l'espace public? Donc, ça, c'est une grande question à laquelle on s'est attaqué dans les dernières années. Et on se rend compte aussi que ces travaux-là ont été menés ailleurs, dans les sociétés anglo-saxonnes, entre autres, puis au Québec, peu
de recherche ont été effectués. C'est assez nouveau. Un élément qui m'a vraiment marqué, moi, c'est les trous dans la littérature. Okay. Les trous dans la littérature. D'abord, si on s'intéresse aux gens en situation de pauvreté au Québec, comme chercheur universitaire, il n'y a pas grand monde. On fait le tour du jardin. Là, hein? Donc, ils se sont penchés sur la question. Oui, on commence à faire le tour des groupes assez rapidement. Donc, on peut considérer que c'est un problème social important qui mobiliserait la communauté universitaire. Honnêtement, je n'ai que des hypothèses. Il y a, dans l'académie, comme ailleurs en société, il y a des effets de mode. Hein? Il y a clairement des genres d'autoroutes d'intérêt collectif. Là, on se préoccupe beaucoup du culturel, des identités. Ça, c'est des éléments qui sont très forts en sciences sociales à l'heure actuelle. On a véritablement délaissé au Québec un agenda de recherche basé sur l'analyse des inégalités socio-économiques, des classes sociales notamment. On est parti là, d'un intérêt là, dans les années 80 très, très fort sur ces éléments-là et on l'a tassé. On a tassé de la recherche. Ça existe toujours, mais c'est de plus en plus marginal, c'est moins prépondérant. Et c'est là que moi, je suis arrivé en disant, mais attention, il y a des éléments cruciaux qui passent sous notre regard. Et notamment la question qui est peut-être très, très peu abordée, c'est qui porte sur comment est-ce que les rapports qu'on a aux gens, les représentations qu'on s'en fait, ont un impact sur les politiques publiques qui visent essentiellement à modifier leurs conditions d'existence. D'où ça part, en fait, la mauvaise perception? Parce qu'il y a un dialogue, il y a les médias qui ont une façon de parler des gens qui sont sur l'assistance sociale, les personnes qui vivent l'assistance sociale, on les entend rarement. On les entend très peu. Nous, nos travaux ont démontré que lorsqu'on parle d'assistance sociale au Québec, c'est-à-dire lorsque, par exemple, les médias traitent d'assistance sociale, non pas qu'ils consacrent un article au complet ou un reportage au complet, mais juste quand ils font mention. C'est environ 0,2% du poids médiatique au Québec. Donc, les mentions minimales concernent 0,2%. Ce qui n'est pas représentatif de pas représentatif du tout. Combien de personnes, la proportion au Québec? Ça a beaucoup diminué d'ailleurs, soit dit en passant. On est en train d'atteindre un plancher historique. Là, on est en remontée, là, post-pandémie, là, avec des situations de pauvreté qui remontent. Mais avant la pandémie, on avait atteint un plancher qui était historique. On pourrait même qualifier, on pourrait dire, le seuil de personnes assistées sociales au Québec comme étant un peu le genre de noyau dur, hein? Parce qu'on est en plein emploi, on est en pénurie. Donc, les gens qui sont sur ces programmes-là sont assez éloignés pour la plupart, en fait, de l'emploi et du travail. Donc, on est autour de 300 000 environ au Québec. Mais ça, on peut le prendre de différentes façons. C'est que ça baisse parce que des gens ont moins recours à l'assistance sociale ou parce qu'ils disparaissent du radar? J'ai deux réponses à donner à ça. D'abord, les programmes fonctionnent très mal. Très, très mal. Il n'y a pas une personne assistée au social au Québec, à l'heure actuelle, qui est heureuse des conditions qui lui sont offertes. D'abord, le seuil des prestations est beaucoup, beaucoup trop faible. Et ce que les gens ne savent pas habituellement, c'est qu'il y a une panoplie de règles cumulatives, liberticides, complexes, incompréhensible qu'il faut suivre mensuellement pour ne pas voir ses prestations coupées. Ça crée un stress, ça crée de la détresse, ça crée des pressions. C'est une traque. Laissez-moi juste vous donner quelques exemples. Si vous êtes en concubinage, vous et votre conjointe, et que vous êtes deux personnes assistées sociales, le gouvernement fait un chèque par ménage et vous coupe d'environ 25% par rapport aux deux chèques individuels que vous auriez pu recevoir. Si vous quittez le Québec plus de 7 jours consécutifs dans un même mois, vous perdez votre éligibilité, en fait, à l'assistance sociale. Si vous avez de la famille au Nouveau-Brunswick... Si vous faites 201 $ de revenus d'emploi par mois, on va vous couper le dollar supplémentaire. Tout revenu d'emploi supérieur à 200 $ est coupé. Si vous recevez un héritage, vous devez dilapider votre héritage avant de continuer de recevoir des prestations. Si vous êtes une mère monoparentale, et que vous vous séparez de votre conjoint, vous devez le poursuivre pour obtenir pension alimentaire avant d'obtenir des prestations. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça met des mères vulnérables, souvent dans des relations toxiques, dans l'obligation de réactualiser des liens dont elles essayaient de se défaire pour pouvoir atteindre leurs prestations. Donc, vous avez toutes ces règles-là cumulatives. Hein? Je peux en rajouter une autre. Si ça dégénère... Vous avez moins de place en refuge parce que ça coûte trop cher à la porte. Ah, ben oui, ça fait partie des enjeux. Donc, vous voyez l'immense complexité de ces règles-là qui sont cumulatives. Et j'inviterais les gens qui nous écoutent à tenter de déchiffrer ne serait-ce qu'un seul formulaire d'assistance sociale. C'est incompréhensible pour la moyenne des ours. Donc, ça prend de l'aide externe. Hein? Donc, ce sentiment d'être dépossédé de ses conditions d'existence génère beaucoup de rancœur de la part des gens qui, on pourrait le supposer,
pourrait être un petit peu reconnaissant. On peut imaginer, c'est une aide de dernier recours. C'est le dernier recours avant la rue, l'aide sociale. On vit exactement la situation inverse. On peut même ajouter un élément à l'intérieur du programme. On divise les prestataires d'assistance sociale en 2 grandes catégories. Et ça participe vraiment à définir ce qu'on appelle les bons pauvres des mauvais pauvres. Vous avez d'un côté ceux qui sont considérés ne pas avoir de contraintes sévères à l'emploi. Donc ça, c'est des gens qui, théoriquement, selon le gouvernement du Québec, pourraient, d'une certaine manière, travailler, essentiellement. Pour ces gens-là, les programmes sont très, très peu généreux. Ensuite, vous avez les gens qui sont considérés avoir des contraintes sévères à l'emploi. Eux disposent de revenus supplémentaires. Eux disposent de mesures moins contraignantes. Donc, toute l'écologie, si vous voulez, des gens sur l'assistance sociale, c'est de savoir reconnaître des contraintes sévères de l'un à l'autre. La grande question clé, c'est qu'est-ce qui, au nom des programmes, constitue correctement des critères d'admissibilité à une incapacité à travailler. Pour les Québécois et les Québécoises, on leur a posé les questions dans nos sondages. Qu'est-ce qui constitue pour vous un critère là, de contrainte sévère à l'emploi? Et les Québécois et les Québécoises évacuent toute la sociologie de la pauvreté. Vous venez d'une famille où papa battait maman, où il y avait de l'alcool, où il y avait de la toxicomanie, où il y avait de l'instabilité. Vous arrivez à 18 ans, peu scolarisé, vous êtes en colère, vous êtes dysfonctionnel. Pour les Québécois et les Québécoises, vous êtes pleinement apte au travail. Il suffit de se retrousser les manches. Ça vous prend un diagnostic formulé par un médecin. Il suffit de se retrouver les manches. C'est chez nous la grande variable qui explique, en fait, la discrimination à l'égard des personnes assistées sociales, contrairement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, on mélange le classisme, on n'aime pas nos pauvres et on n'aime pas nos minorités ethno-culturelles. Qui sont souvent pauvres. Donc, on mélange les deux. Nous, quand on a posé la question aux Québécois et Québécoises, ça ne joue pas, ça, les questions ethno-culturelles. C'est vraiment le rapport au travail. Ces gens-là ne sont pas considérés contribuer à l'effort collectif par l'emploi et la fiscalité. Qui sont constitués bénéficiaires d'un système sans mettre l'eau au moulin, sans contribuer elle-même. Donc, la paresse, donc l'immobilisme, donc la trahison, l'esprit communautaire. Ça démontre aussi tout ce mythe de la responsabilité individuelle qui découle un peu du néolibéralisme. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Ça percole dans la perception qu'on a. Les Québécois sont beaucoup plus nord-américains qu'ils veulent bien l'admettre la plupart du temps. Ce mythe-là, en fait, de l'individu apte, capable de se prendre en charge, de s'extraire de sa condition sociale par le travail et l'effort, c'est un mythe qui est fondamental chez nous. C'est quelque chose de très important auquel les gens tiennent et qui viennent justifier, en fait, pour eux, l'adhésion à des politiques qui sont inégalitaires et répressives. Parce qu'une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que les Québécois et Québécoises, à l'heure actuelle, soutiennent des politiques d'assistance sociale qui maintiennent dans la pauvreté les gens qui ont retour. Bon, il y a un appui là, pour ça au Québec. C'est fou ça. Puis parlons-en parce que la méthodologie est à 2 niveaux. Vous avez passé au travers de 2 ans, en fait, d'articles de journaux. On parle de 1 300 000? Environ. Bon. Environ. Pour déceler quels sont les articles qui parlent d'assistance sociale. Ça a été tous les articles publiés dans 800 médias entre 2017 et 2018. Donc, comment les médias, si on tire les grandes lignes, comment les médias parlent des assistés sociaux? Il y a 3 grandes conclusions au traitement médiatique. D'abord, on en parle très, très peu. Donc, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, 0,2% en moyenne, donc c'est très, très peu. C'est résiduel. Ensuite, lorsqu'on en parle, on donne d'abord et avant tout la parole aux hommes et aux femmes politiques. De loin, bien avant les groupes communautaires et jamais les personnes assistées sociales elles-mêmes. Et finalement, les thèmes qui sont traités sont les thèmes de l'emploi et du travail de manière prioritaire, avant les enjeux sociaux qui viennent. Donc, on en parle, mais de manière moins importante. Donc, on voit vraiment qu'il y a un cadrage qui correspond essentiellement au discours politique sur l'assistance sociale et non pas un discours qui serait formulé par les agents sociaux, les acteurs. Chose étonnante aussi, et qu'il n'est pas tant que ça, les Québécois et les Québécois, dans leur perception, surestiment le coût de l'assistance sociale, surestiment le coût de l'éducation et sous-estiment le coût de la santé. C'est quand même parlant. Les Québécois et Québécoises pensent que ça coûte très cher, les programmes d'assistance sociale. Ils nous ont dit qu'ils pensaient que ça coûtait 21% du budget de l'État. Donc, énorme, considérable. C'est énorme. Et lorsqu'on les informe, dans le cadre de notre sondage, on les a informés des coûts réels autour de 2 à 3% pour le montant des prestations versées. Ensuite, on leur a demandé, après les avoir informés, non, c'est pas 21, c'est 2 à 3%. Est-ce que vous augmenteriez maintenant le financement des programmes? Une majorité nous a dit non. Donc, après avoir été rectifié. Et ça, c'est un autre indicateur. C'est un autre indicateur de l'impopularité de la politique d'assistance sociale. Est-ce que les recherches permettent de déceler des pistes de solutions pour inverser la vapeur?
En fait, il y a toute la sociologie des mouvements sociaux qui nous aide à comprendre un peu le travail qu'il y a à faire. Hein? On a ce qu'on appelle dans la littérature là, des structures d'opportunités politiques qui sont souvent en lien avec ce qu'on appelle des cadres d'action collective. Je vous explique c'est quoi, grosso modo. Tu sais, le mouvement là, pour la diversité sexuelle, là, c'est un mouvement qui s'est établi sur des décennies chez nous où on a décriminalisé, alors ça, on a légitimé, ensuite on a présenté de l'avant, on a mis des modèles positifs, hein, on a véritablement joué sur des symboles d'hétéronormativité qui étaient considérés comme non problématiques pendant très, très longtemps. On est venu déconstruire ça pendant 30 ans. Ce que ça l'a fait une bonne manière, c'est que dans l'imaginaire collectif, il y avait une acceptabilité pour la diversité sexuelle qui n'était pas présente avant. Pour les inégalités... Il y a encore du travail à faire, ça l'a dit, mais il y a des communautés, entre autres des communautés gays et lesbiennes. Ce travail-là a été fait dans les années 50, 60, 70. Là, on est rendu peut-être à l'avant-garde de ce mouvement-là, mais reste que c'est des lames de fond qui durent depuis longtemps. Il y a du travail, le travail se fait depuis des décennies. Depuis des décennies. Voilà. Le travail ne se fait pas au Québec. Ça, c'est en fait, d'ailleurs, une des grandes conclusions de notre étude. Les groupes de lutte à la pauvreté là, ont ni les capacités, ni les ressources, ni les moyens pour pouvoir véritablement jouer un genre de rôle d'avant-garde dans le débat public pour remettre à l'agenda politique la question des inégalités sociales et économiques. Les groupes tirent de la patte. Ils manquent d'argent, ils manquent de ressources, ils manquent de financement et c'est pas un enjeu qui a une grande traction dans l'espace public à l'heure actuelle. Donc, la problématique qu'on a, c'est littéralement la constitution d'une identité collective forte autour d'une question de classe sociale ou d'enjeu, alors que, essentiellement, ça concerne pas tout le monde, la question de pauvreté, a priori. Hein? J'ai bien a priori parce qu'évidemment que ça concerne tout le monde à moyen terme, mais cette difficulté-là de mobiliser autour de la question de la pauvreté... Pour changer les perceptions. Pour changer les perceptions. Pour moi, c'est un des grands enjeux auxquels il va falloir qu'on s'attaque au Québec si on veut prendre sérieusement les enjeux de politique publique qui viennent avec. Olivier? C'est une très bonne réflexion, Normand. Si on compare au mouvement, par exemple, sur l'égalité des identités sexuelles, c'est que ça demeure que ça a été un mouvement qui a fonctionné en partie parce que c'était des riches gays et lesbiennes qui le faisaient, tu sais. Et là, c'est souvent ça. Même pour les débuts du féminisme, je pense que c'est ça aussi. Oui, c'était des femmes des classes bourgeoises qui avaient les moyens. Là, pour les questions raciales aussi. Puis là, l'enjeu, c'est que la pauvreté, c'est qu'il n'y a pas de groupe influent qui défend les personnes pauvres. Et je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire sur une reconstruction de la manière dont on le présente. Mais je pense que la manière la plus efficace en termes de politique publique sur qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'il faut qu'on fasse des politiques publiques qui bénéficient à tout le monde. Donc, que les gens vont accepter de payer, mais qui, dans les faits, bénéficient beaucoup plus aux plus pauvres. Et ça, c'est la même chose pour les inégalités raciales. En fait, si tu fais un bon système d'assurance-emploi, puis que tu as un taux de chômage significativement plus élevé chez certains groupes raciaux, t'aides leur situation davantage que t'aides les Blancs. Tout comme quand tu fais un bon programme d'assurance-emploi, t'aides les pauvres plus que les riches. On l'a vu avec la langue, en fait, au Québec. Entre les francophones et les anglophones, il y a eu des lois dans notre histoire qui ont rétabli une égalité qui n'était pas là. Mais ça, l'avantage qu'on avait, c'est d'être la majorité. Oui. Et ça, c'est toujours un avantage. Mais effectivement, ça, c'est un cas de changer complètement une inégalité pour la faire disparaître. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ça a été fait avec des programmes relativement universels, avec beaucoup d'aide de l'État. Pour aider les pauvres, il faut améliorer nos services publics pour tout le monde. Et évidemment, ensuite, réfléchir peut-être à une manière de concevoir l'assistance sociale différemment, où c'est plus universel. C'est-à-dire que tout le monde qui n'a pas de revenus pourrait y avoir accès. Ensuite, on s'en fout, t'habites avec qui, puis c'est un héritage, puis tout ça. Puis ensuite, de réfléchir à l'arrimage de nos programmes d'aide sociale avec nos programmes qui servent à aider les travailleurs à faible revenu. Ça, c'est un autre défi un peu plus technique. Merci, Normand Landry, Olivier Jacques. Merci d'être venu nous partager certains fruits de vos travaux, parce que vous travaillez sur autre chose aussi, c'est plus large. Merci. Merci. Alors, voilà ce qui conclut ce 31e épisode. Merci aux 4 chercheurs qui se sont prêtés au jeu. Valériane Maheu-Leluel, Marc-André Baudet, Olivier Jacques et Normand Landry. Ça fait 2 semaines au moins que j'ai pas publié d'infolette. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Je le fais pas systématiquement à chaque semaine. Des fois, j'ai pas assez de liens. Puis je sais que ça peut être un peu agaçant d'être sollicité à chaque semaine avec des infolettes. Mais là, il va en avoir une bientôt parce que
il va y avoir, dans les derniers épisodes, là, il y a des liens que je vais vous partager. Bien sûr, sur en fait, des occasions d'approfondir la réflexion et les savoirs qui ont été véhiculés dans les épisodes, d'aller un peu plus loin, en fait. Puis il y a des petites nouvelles qui s'en viennent aussi, que je vais vous annoncer, des spectacles avec Coralie, entre autres. On a des dates, donc des billets pour ceux qui veulent venir voir les spectacles, des activités. Déjà, j'ai des confirmations pour la saison 7, en fait, où va s'ouvrir la saison 7 et à quelle date. Je vais vous le dire aussi dans l'infolette. Je vous en parlerai un peu plus tard aussi d'ici la fin de la saison. Voilà, alors on va terminer en musique comme on le fait toujours. J'essaie toujours, évidemment, que la chanson ait un lien avec l'épisode qu'on vient de faire. Bon, là, il y avait 4 sujets quand même qui s'imbriquent ensemble, oui, mais qui sont différents. Donc, c'était difficile de trouver une chanson qui résumait tout ça. Et vous savez que je suis DJ dans des soirées que j'organise et je suis toujours à la recherche de musique. Et là, je suis tombé sur une talle d'albums, de rééditions, de musique caribéenne des années 50, 60, 70. J'aime beaucoup la musique caribéenne, la musique haïtienne, entre autres, pour la complexité des rythmes. Souvent dans des chansons qui, à la première écoute, ont l'air très, très pop, standard, avec des structures qu'on connaît, et on s'arrête au rythme et on se rend compte que c'est ultra complexe, avec plein d'imbrications, plein d'influences différentes aussi, africaines, nord-américaines, chansons françaises. Et là, la chanson, qui a un peu rapport aussi avec ce qu'on a abordé dans l'épisode, c'est une chanson d'un artiste que je découvre, qui s'appelle Daniel Forestal et sa guitare. Daniel Forestal a joué avec d'autres orchestres. C'est un homme né en Guadeloupe, qui est décédé en 2016, né en 1933, qui a touché à beaucoup de styles, dont la biguine, ce style musical typiquement des Antilles françaises, entre autres de la Martinique. Je pense que c'est né en Martinique, qui est un des précurseurs du jazz, selon beaucoup d'historiens de la musique. Mais Daniel Forestal a touché à tous les styles. La prochaine chanson n'est pas nécessairement une chanson du style biguine. Et vraiment, c'est un petit bijou, cette chanson-là. Ça s'appelle « Ces petits je t'aime ». Vous allez voir, je découvre cet artiste, Daniel Forestal. Jacques Brel, en voyage en Guadeloupe, a aussi découvert et a été complètement flabbergasté par cet artiste-là, par ses textes, par sa musique, a tenté de l'amener avec lui en France, de le convaincre, en fait, de s'essayer en France pour être découvert par le public français, mais selon ce que j'ai lu, sa situation maritale, entre autres, l'empêchait de faire le grand saut. C'est un autodidacte qui a fini par enseigner la musique en Guadeloupe. A joué, la biguine, on en a parlé tantôt, le tango, le calypso, le merengue, la cadence. Il a même inventé son propre rythme qu'il appelle Umba. Mais c'est pas ce style-là qu'on va entendre avec la chanson que je vous offre. La seule pour l'instant que je connais, mais je vais me plonger dans son œuvre et je vais peut-être mettre des liens pour que vous puissiez vous aussi découvrir cet artiste-là. Alors voilà, c'est donc cette chanson-là que je vous offre, Ces petits je t'aime, et moi je vous en offre des gigantesques je t'aime. Merci d'être à l'écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Je te demande où le soleil se couche et tu t'éloignes de moi quand je te touche. Je veux entendre sortir de ta bouche ces trois petits je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si je pouvais, je te donnerais la lune, malgré tous tes caprices et ta rancune. Tu sais bien que pour toi mon cœur s'allume. Dis-moi ces petits je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer. Ces mots si souvent murmurés sont toute la vie. Oh yeah, si tu veux tout peut changer. Écoute mon cœur qui blessé, viens vers moi chérie. Tu sais aussi que tout mon corps se glace si tu ne me regardes quand tu passes. Dès lors je deviens fou, tout me tracasse. Je crie partout, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si mon cœur sombre dans le chagrin, en rêvant d'un bonheur sans lendemain, je n'ai qu'un espoir dans le temps qui vient, t'entendre dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh yeah, c'est pour nous le temps d'aimer. Ces mots si souvent murmurés sont toute la vie.
viens vers moi chérie. C'est pour nous le temps d'aimer, ces mots si souvent murmurés sont toute la vie. Oh yeah,